Au cours des dernières années de la Seconde Guerre mondiale, au-delà des lignes de front et de la destruction, une série d'opérations cachées se déroulait, enfouies sous terre, dissimulées dans les forêts et enfermées dans des structures abandonnées. Ce n'étaient pas des projets militaires ordinaires. Il s'agissait d'expériences qui repoussaient les limites bien au-delà de la science conventionnelle. La plupart d'entre elles n'ont jamais été officiellement enregistrées. Les rares qui ont été découvertes ont été rapidement scellées, classifiées ou effacées. Les installations ont disparu. Les documents se sont volatilisés. Les témoins ont été réaffectés. Ce qu'il en reste aujourd'hui ne sont que des fragments, assez pour prouver que quelque chose a existé, mais jamais assez pour l'expliquer totalement. À travers différents lieux, le même schéma se répète. Découverte, expérimentation, puis silence. Alors, quels étaient exactement ces projets? Et pourquoi étaient-ils si soigneusement cachés? Ce soir, nous allons lever le voile sur 10 mystérieuses opérations de la Seconde Guerre mondiale qui ont été trouvées, puis délibérément oubliées. Top 1. Le réacteur au cœur de la forêt. En octobre 1944, une unité de reconnaissance soviétique a été envoyée dans une zone forestière reculée, près de la frontière silésienne de la Pologne occupée. La mission faisait suite à des rapports répétés de villageois locaux décrivant des vibrations terrestres persistantes et un bourdonnement mécanique sourd qui apparaissait après le coucher du soleil et se poursuivait tout au long de la nuit. Ces perturbations n'étaient pas liées à des tirs d'artillerie ou à des mouvements de troupes, ce qui les rendait tout à fait inhabituels pour une zone de guerre. Lorsque l'unité a atteint l'emplacement signalé, elle est tombée sur ce qui semblait être un périmètre de sécurité abandonné. Des mines enterrées et des postes de surveillance effondrés suggéraient que le site avait été autrefois lourdement protégé, puis soudainement abandonné. Au-delà de ce périmètre, le paysage ne présentait à première vue aucune structure militaire visible. Mais sous une fine couche de terre et de racines, l'équipe a découvert quelque chose d'inattendu, un dôme en acier partiellement exposé et encastré dans le sol. Malgré des mois d'exposition à des températures glaciales, la surface métallique restait chaude au toucher. Sa température ne fluctuait pas avec le vent ou les chutes de neige. Après avoir forcé l'entrée par une écoutille latérale scellée, l'équipe a accédé à une chambre souterraine tapissée de panneaux de plomb et de conduits en cuivre. À l'intérieur, l'environnement était intact. Les manomètres restaient stables, comme si le système était toujours opérationnel. Au centre de la chambre se dressait une structure cylindrique ancrée directement dans le socle rocheux. Elle émettait une vibration constante qui pouvait être ressentie à travers le sol. Il n'y avait aucun insigne, aucun avertissement et aucune documentation identifiant l'installation. Toute la structure semblait avoir été délibérément dépouillée de son identité, tout en conservant sa pleine fonctionnalité. Une évaluation technique consignée dans un rapport de terrain soviétique notait des niveaux de radiation anormaux concentrés autour du cylindre central. Des échantillons prélevés sur les parois de la chambre contenaient des résidus de graphite et des traces d'isotopes d'uranium. Cependant, la configuration ne correspondait à aucun programme nucléaire allemand connu mené dans le cadre de l'initiative Uran-Verein. Il n'y avait aucun système de blindage ou de confinement conventionnel. Au lieu de cela, la conception semblait permettre à la chaleur et aux radiations de se disperser vers l'extérieur, dans le sol environnant. Un manomètre endommagé récupéré sur le site portait une étiquette manuscrite en allemand se traduisant approximativement par « débit du cœur ». Aucune explication supplémentaire n'était fournie. Dans les heures qui ont suivi la réception du rapport à Moscou, toute la zone a été placée sous restriction militaire immédiate. Toutes les preuves photographiques ont été confisquées. L'unité de reconnaissance a été réaffectée et il lui a été interdit de discuter de la découverte. Les expéditions de suivi prévues ont été annulées sans explication. La forêt a ensuite été désignée comme zone dangereuse
en raison de munitions non explosées, empêchant ainsi tout accès civil. Aucune opération officielle de récupération ou de démantèlement n'a jamais été reconnue. Des décennies plus tard, une imagerie thermique par satellite prise lors d'une étude forestière civile a détecté une anomalie de chaleur persistante aux mêmes coordonnées exactes. Des chercheurs indépendants ayant tenté d'enquêter se sont vus refuser des permis ou ont rapporté avoir été surveillés lors de leur démarche. Aucun registre public ne confirme que la structure a été retirée. Si le réacteur au cœur de la forêt était un prototype nucléaire expérimental ou quelque chose d'entièrement différent, cela suggère qu'une branche parallèle de la recherche de guerre a pu exister. Une branche qui n'a jamais été officiellement documentée par l'Allemagne nazie ni par les forces alliées. La vraie question n'est pas de savoir s'il a existé, mais pourquoi son utilité n'a jamais été enregistrée et pourquoi sa présence reste passée sous silence à ce jour. Top 2. Le protocole de restructuration mentale. En janvier 1945, alors que les forces alliées progressaient en Allemagne de l'Ouest, elles ont découvert un complexe souterrain anonyme enfoui sous les ruines d'un bâtiment administratif à l'extérieur de la ville de Cassel. L'entrée avait été dissimulée derrière une cage d'escalier effondrée et scellée avec du béton armé, suggérant qu'elle n'était jamais censée être trouvée. Lorsque les ingénieurs de démolition ont forcé le passage, ils s'attendaient à découvrir des salles de stockage ou des bunkers standards. Au lieu de cela, ils ont pénétré dans une installation insonorisée ne ressemblant à rien de documenté à l'époque. Les murs étaient rembourrés. Des haut-parleurs à basse fréquence étaient installés dans toute la salle. Autour de la pièce, des chaises de contention médicale étaient disposées en un cercle parfait, chacune positionnée avec une précision mécanique. Suspendu au plafond, au centre, se trouvait un dispositif imposant, entouré de supports contenant des flacons en verre étiquetés uniquement par des séquences codées. À première vue, l'espace ressemblait à un service psychiatrique. Mais une inspection plus approfondie a révélé des différences cruciales. Il n'y avait aucun dossier de patient, aucun lit et aucun équipement sanitaire. Ce n'était pas un lieu de traitement, c'était un lieu d'expérimentation contrôlée. Des analyses ultérieures ont identifié les substances à l'intérieur des flacons comme étant des dérivés de scopolamine et de mescaline, des composés connus pour affecter la perception, la mémoire et la stabilité émotionnelle. Le dispositif suspendu était conçu pour émettre des impulsions synchronisées de son et de lumière, contrôlées par une minuterie mécanique fonctionnant indépendamment des sources d'énergie externes. Des fragments de documentation récupérés dans une salle d'archives incendiée à proximité désignaient le projet sous le seul nom de protocole D16. Les notes décrivaient des expériences répétées impliquant la privation de sommeil, des cycles de suggestion et une reprogrammation induite de la mémoire. Des diagrammes montraient des électrodes placées le long du cuir chevelu et de la colonne vertébrale, connectées directement à l'appareil central. Des annotations manuscrites révélaient l'objectif visé, supprimer les réponses comportementales indésirables et encoder une conformité opérationnelle chez les sujets humains. Plusieurs pages manquaient. D'autres avaient été délibérément détruites par le feu. Bien qu'il n'existe aucun registre officiel du protocole D16 dans les archives nazies subsistantes, des preuves indirectes ont fait surface ailleurs. Des documents de transfert militaire de la fin de 1944 mentionnaient des détentions inexpliquées, sous observation médicale. Certains de ces individus ont plus tard été signalés par leurs unités, comme ayant un comportement inhabituel sur le champ de bataille. Absence de réponse à la douleur, absence de peur et signe de dissociation psychologique. Les témoignages de civils habitant à proximité ont ajouté une autre dimension d'inquiétude. Des villageois ont décrit des camions arrivant de nuit et des cris étouffés se poursuivant jusqu'au matin. Un récit parlait d'individus entrant dans l'installation entravée et en sortant quelques jours plus tard, avec des expressions vides
et des schémas de parole mécaniques. À la suite de la découverte, les services de renseignement alliés ont ordonné la fermeture immédiate du site. Les équipes scientifiques n'ont obtenu qu'un accès limité avant que le complexe ne soit scellé. Les rapports ont été classifiés et n'ont jamais été rendus publics. Une surveillance aérienne a ultérieurement confirmé que la structure avait été détruite à l'explosif. Les flacons et documents restants ont été discrètement transportés vers un établissement médical britannique. En peu de temps, ils ont disparu des inventaires officiels. Si le protocole de restructuration mentale était opérationnel durant les derniers mois de la guerre, cela suggère que la science militaire avait progressé bien au-delà des limites conventionnelles, jusqu'à la manipulation directe de la pensée humaine elle-même. Et si de telles expériences ont réussi, même partiellement, cela soulève une question bien plus troublante. Ont-elles vraiment pris fin avec la guerre? Ou ont-elles simplement été déplacées ailleurs? Top 3. La salle des moteurs quantiques. En avril 1945, alors que les forces alliées approchaient de la périphérie de Leipzig, elles prirent le contrôle d'un bunker de communication fortifié que l'on pensait faire partie du réseau de relais de signaux du haut commandement allemand. La structure elle-même paraissait ordinaire au premier abord, remplie de l'équipement radio attendu, d'archives de messages et de journaux de transmission. Mais dissimulée derrière une porte blindée, les enquêteurs découvrirent quelque chose de tout à fait inattendu. Un couloir étroit menait à une chambre circulaire, éclairée par de faibles lumières ambrées. En son centre se tenait une machine ne ressemblant à rien de connu auparavant. Elle se composait d'anneaux métalliques concentriques suspendus dans un cadre gyroscopique, entouré de cadrans rotatifs et de compteurs mécaniques. Il n'y avait aucun fil électrique visible. Le système entier semblait fonctionner uniquement par pression, engrenage et induction magnétique. Un ingénieur de terrain britannique a consigné que la machine continuait de tourner sans aucune source d'énergie identifiable. Il a décrit un bourdonnement sourd et constant qui interférait avec tout l'équipement radio à proximité, rendant les communications instables à l'intérieur du bunker. Malgré une épaisse couche de poussière suggérant l'inactivité, la machine ne montrait aucun signe de corrosion ou de dégradation mécanique. Elle restait parfaitement intacte, comme préservée. Les tentatives pour classifier l'appareil échouèrent. Il ne ressemblait à aucun système d'armes connu, réseau de communication ou dispositif de cryptage tel qu'Enigma ou Lorenz. Cependant, des documents récupérés dans un tiroir verrouillé à proximité offrirent un indice. Un schéma mentionnait le terme « Zeitform Analysis », analyse de forme temporelle, et un mot écrit à plusieurs reprises dans les marges, « Vorhersagspunkt », signifiant « point de prédiction ». Cette découverte mena à une hypothèse inhabituelle. Deux physiciens américains dépêchés pour examiner l'appareil proposèrent qu'il n'était pas conçu pour transmettre ou décoder des informations, mais pour modéliser des résultats. Selon leur évaluation, la machine ajustait des variables en temps réel en se basant sur les interactions des champs magnétiques, traitant ainsi les probabilités par des moyens mécaniques. En termes simples, elle se comportait comme une forme primitive de calcul quantique, des décennies avant que de tels concepts ne soient formellement développés. Les implications étaient considérables. Si cela s'avérait exact, l'appareil n'était pas construit pour réagir aux événements, mais pour les anticiper. Pourtant, dans les 3 jours suivant sa découverte, toute la chambre fut scellée. La machine fut démantelée, et tous les composants furent transportés dans des caisses anonymes vers une destination inconnue. Le rapport officiel la classa simplement comme un dispositif de navigation expérimental et l'archiva sans plus d'investigation. L'ingénieur de terrain qui avait le premier consigné l'existence de la machine fut réaffecté peu après et n'a jamais parlé publiquement de l'incident. Après sa mort en 1962, une seule ligne trouvée dans son journal intime offrait le seul témoignage subsistant. Nous avons ouvert la porte du futur et l'avons refermée brusquement, par peur.
Des décennies plus tard, dans les années 1990, un historien examinant des dossiers déclassifiés du renseignement allié découvrit des références à un appareil similaire récupéré par les forces soviétiques dans un train de recherche nazi détruit près de Cracovie. Bien que la documentation fût incomplète, les descriptions correspondaient, tant par la structure que par la terminologie. Aucun des deux appareils n'a jamais été retrouvé. Si la salle des moteurs quantiques fonctionnait réellement comme un système de modélisation probabiliste, cela suggère que la recherche de guerre avait dépassé le stade des armes pour entrer dans quelque chose de bien plus ambitieux. La tentative de prédire les événements avant qu'ils ne se produisent. Et si tel était le cas, alors la quête de contrôle du futur pourrait avoir commencé bien plus tôt que ce que l'histoire est prête à admettre. Top 4. Le décodeur du Canal Noir. À la fin de février 1945, une unité de renseignement alliée stationnée près de Calais, en France, intercepta un signal inhabituel en surveillant les transmissions ennemies. Au début, il ne ressemblait à rien de ce qui était associé aux communications militaires allemandes standards. Les signaux de guerre typiques suivaient des formats structurés. Code morse crypté, transmission vocale ou système de chiffrement connu. Ce signal n'y correspondait pas. Il était erratique. Il tournait en boucle continuellement et il opérait sur une bande de fréquence utilisée par aucune force militaire connue. La source fut localisée par triangulation dans un monastère bombardé le long de la côte. La majeure partie de la structure avait été détruite, mais sous les décombres, une crypte intacte fut découverte sous la nef. À l'intérieur, l'équipe trouva un conteneur en acier compact, monté sur un trépied, entouré d'appareils d'enregistrement, d'intercepteurs de signaux et d'oscilloscopes qui étaient toujours opérationnels malgré l'absence de toute alimentation électrique visible. Au centre de la pièce se trouvait un appareil en forme de récepteur radio, mais dépourvu de toutes les caractéristiques conventionnelles. Il n'y avait pas de haut-parleur, pas de commande de réglage, pas d'interface d'ajustement, seulement un unique cadran illuminé et une fente pour bande magnétique. L'appareil émettait une faible impulsion statique, suivie de séquences de tonalités qui duraient exactement 47 secondes chacune. Ces séquences ne correspondaient à aucune langue connue, aucune méthode de cryptage ou aucun schéma mathématique. L'équipe réussit à enregistrer 3 cycles complets avant que le signal ne s'arrête brusquement. Leur rapport décrivit la transmission comme une information auditive hors catégorie. Les tentatives pour décoder le signal échouèrent totalement. Il n'y avait aucune modulation détectable, aucune structure reconnaissable et aucun moyen de convertir les tonalités en données utilisables. Le signal ne se comportait pas comme un message. Il existait simplement, se répétant, bouclant, puis disparaissant. La découverte fut classée sous la désignation Projet ECHO 7 et étiquetée comme technologie de diffusion expérimentale. Mais ce qui troubla le plus les enquêteurs furent les notes manuscrites trouvées à proximité. Elles n'étaient pas écrites en allemand, mais en anglais. Les notes décrivaient des tentatives antérieures pour retracer l'origine du signal. Chaque entrée se terminait par la même déclaration. N'émane pas d'une transmission terrestre. Une ligne, soulignée à plusieurs reprises, indiquait « Le signal persiste malgré les perturbations atmosphériques ». L'implication était claire et profondément troublante. Le signal n'était pas local, il n'était pas terrestre. Et pourtant, il était étudié au sein d'une installation contrôlée par les nazis sans aucune explication sur la manière dont il avait été capturé. Après que l'équipement fut transporté au quartier général, il fut immédiatement confisqué. L'appareil lui-même disparut des registres officiels. Des documents internes confirmèrent plus tard que le monastère fut démoli et ses fondations inondées dans le cadre d'un effort de reconstruction d'après-guerre. Aucune autre référence au projet ECHO 7 n'est apparue dans les archives alliées. Des décennies plus tard, en 1977,
Un dossier déclassifié du renseignement soviétique décrivit un signal similaire intercepté au-dessus de l'Atlantique Nord en 1944. Le modèle de la forme d'onde correspondait presque exactement. Pourtant, aucune collaboration entre les deux incidents ne fut jamais reconnue. Les deux signaux partageaient une caractéristique distincte, une impulsion ascendante se terminant par ce que les témoins décrivirent comme un souffle synthétique. À ce jour, aucune explication n'a été confirmée. Certains pensent qu'il s'agissait d'une tentative de fabrication de transmissions extraterrestres à des fins de guerre psychologique. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'une véritable anomalie, quelque chose ne provenant pas de la Terre ou peut-être non lié au temps dans un sens conventionnel. Quelle que soit la vérité, le décodeur du canal noir n'a pas été conçu pour envoyer des signaux. Il a été construit pour écouter. Et ce qu'il a reçu n'était jamais censé être compris. Top 5. Le caveau de mémoire souterrain. En mars 1945, alors que les forces alliées avançaient dans les Alpes autrichiennes, une unité de reconnaissance explorant des tunnels ferroviaires abandonnés près de la ville d'Eisenerz découvrit un passage scellé, caché derrière un faux mur. L'entrée menait à un puits vertical profond renforcé par des poutres en acier et des couches de béton traité, descendant à plus de 200 mètres sous la montagne. Au fond, les soldats pénétrèrent dans un réseau de couloirs étroits, creusés avec une ingénierie de précision. Ces couloirs menaient à une chambre centrale, bordée de plusieurs coffres identiques, encastrés directement dans les murs. Chaque coffre était marqué non pas de chiffres ou d'étiquettes, mais d'un seul symbole gravé, ressemblant à des spirales s'entrecroisant. À l'intérieur du premier coffre ouvert, ils trouvèrent des cartouches cylindriques, scellées dans des boîtiers de protection. Chacune contenait de longs brins d'un matériau similaire à une bande magnétique, mais la composition ne correspondait à aucune technologie d'enregistrement alliée connue. Les tentatives pour lire ou lire les bandes avec un équipement standard échouèrent. Les modèles magnétiques étaient irréguliers et ne pouvaient pas être décodés. Plus loin dans le couloir, plusieurs coffres avaient été piégés avec des mécanismes de destruction déclenchés par pression, indiquant que le contenu n'était jamais destiné à être consulté par hasard. La structure entière suggérait non seulement du stockage, mais une isolation contrôlée. Un plan partiel récupéré dans une station de contrôle voisine désignait le système sous le nom d'« information Speicherlinie » ou ligne de stockage d'informations. Le document décrivait un réseau de tunnels souterrains reliant plusieurs sites de stockage à travers le sud de l'Allemagne et le nord de l'Autriche, avec au moins 18 emplacements de stockage reliés par un transport ferroviaire renforcé. Une section décrivait l'utilisation de caches de mémoire rotatives, suggérant que les données stockées pouvaient être physiquement déplacées d'un site à l'autre en cas de besoin. Les coffres eux-mêmes étaient conçus pour résister au feu, à la corrosion et aux perturbations électromagnétiques, indiquant que tout ce qui était stocké à l'intérieur était considéré comme critique pour une conservation à long terme. Ce qui rendait la découverte encore plus inhabituelle était l'absence de toute supervision militaire formelle. Il n'y avait aucun dossier de la SS, aucune liste de personnel et aucune structure de commandement identifiable. Au lieu de cela, les seules références pointaient vers une organisation nommée AG Gruppenführer, qui n'avait aucune affiliation connue avec le gouvernement nazi ou le commandement militaire. Les analystes du renseignement suggérèrent plus tard qu'il s'agissait peut-être d'une organisation de façade créée spécifiquement pour contourner les canaux de commandement traditionnels et occulter la véritable nature du projet. Après la guerre, tout le système de tunnels fut scellé sous l'autorité du Conseil de contrôle allié. Les explications officielles invoquèrent une instabilité structurelle, mais les relevés aériens ne montrèrent aucun signe visible d'effondrement ou de dommages. Au début des années 1960, les tentatives d'ingénieurs autrichiens pour rouvrir les lignes ferroviaires voisines furent stoppées après des pannes d'équipement répétées près du puits d'origine. Les boussoles se comportaient de manière erratique.
Les systèmes de communication tombaient sans explication. Aucune excavation ne fut autorisée. À ce jour, l'étendue réelle du caveau de mémoire souterrain reste inconnue. Le but du matériel stocké n'a jamais été confirmé. S'il contenait des données scientifiques, des dossiers psychologiques, des renseignements stratégiques ou toute autre chose, reste flou. Ce qui est certain, c'est que le système n'a pas été conçu pour un usage immédiat. Il a été construit pour la préservation, pour quelque chose destiné à survivre au-delà de la guerre, au-delà des infrastructures et peut-être au-delà des personnes qui l'ont créé. Et quoi qu'ait été placé à l'intérieur de ces coffres, cela n'était jamais censé être retrouvé. Top 6. L'opération de contrôle des rêves. En février 1945, la reconnaissance aérienne alliée identifia une installation isolée cachée dans les crêtes enneigées du nord de la Norvège. Bien que l'emplacement n'ait eu aucune valeur stratégique sur les cartes militaires, il émettait des signatures thermiques et des impulsions électromagnétiques inhabituelles, laissant craindre qu'il ne s'agisse d'une installation de communication ou d'un radar dissimulé. Une équipe conjointe anglo-norvégienne fut dépêchée pour enquêter. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un centre de communication, mais un complexe expérimental soigneusement conçu. La structure était dissimulée sous des barrières de neige et des filets de camouflage. Il s'agissait d'un bâtiment en béton compact avec des portes renforcées, des fenêtres étroites et des murs intérieurs doublés d'un matériau insonorisant. À l'intérieur, la disposition consistait en plusieurs pièces identiques disposées selon une formation clinique de laboratoire. Chaque pièce contenait un fauteuil inclinable, un harnais crânien positionné au-dessus de l'appui-tête et des émetteurs audio fixés pour diffuser un son contrôlé directement au sujet. Les chambres étaient propres et ordonnées, sans aucun signe de violence physique. Pourtant, leur utilité était indéniablement expérimentale. Des tableaux affichés le long des murs cartographiaient les cycles de sommeil humains, les schémas d'activité neuronale et des séquences d'induction structurées. Les documents récupérés dans la salle de contrôle faisaient référence à un protocole nommé Traumschleuse, ce qui signifie « porte des rêves ». Le processus décrit dans ces notes impliquait une combinaison de sédation chimique, d'immersion auditive et d'impulsions lumineuses synchronisées. L'objectif n'était pas simplement d'induire le sommeil, mais de le supplanter. Selon les registres, le but était d'implanter des ordres directement dans l'esprit subconscient, créant des réponses comportementales qui pourraient être déclenchées après le réveil du sujet. Parmi les découvertes les plus troublantes figurait une collection de séquences enregistrées, stockées sur des bobines magnétiques. Ces enregistrements n'étaient pas des récits ou des simulations de rêves. C'étaient des instructions. Délivrées en plusieurs langues, elles comprenaient des directives liées au mouvement, à l'identification de cibles et à la suppression émotionnelle. Une phrase revenait à plusieurs reprises dans les transcriptions. « Vous n'êtes plus celui que vous étiez ». Les implications étaient claires. Ces sessions n'étaient pas conçues pour étudier les rêves. Elles étaient conçues pour les réécrire. Le protocole incluait également des mécanismes de sécurité. Certains mots-clés étaient destinés à effacer les instructions implantées s'ils étaient prononcés par un instructeur, suggérant que le système était non seulement expérimental, mais potentiellement opérationnel. Le témoignage d'une infirmière norvégienne forcée de travailler dans l'installation apporta un éclairage supplémentaire. Elle rapporta que des groupes de jeunes soldats y étaient amenés sur de courtes périodes, tous devenant amorphes une fois la procédure commencée. Lorsqu'ils étaient libérés, leur comportement avait radicalement changé. Certains montraient des difficultés à reconnaître des proches. D'autres subissaient des réactions émotionnelles soudaines et incontrôlables, déconnectées de leur environnement. Plusieurs de ces individus disparurent peu après avoir quitté l'installation. Un récit décrivit un soldat qui entra dans la mer Arctique et n'en revint jamais. Après la libération de la Norvège, le site fut démantelé par les forces britanniques. Tout l'équipement restant fut retiré sous autorisation diplomatique
et n'est jamais entré dans les inventaires officiels de récupération. Aucune documentation liée à l'opération n'a été présentée lors des procès d'après-guerre. L'explication officielle décrivit l'installation comme une station d'observation météorologique, jugée plus tard structurellement instable. Les preuves photographiques auraient été perdues dans un incendie en 1947. Le seul vestige subsistant est un fragment de bande magnétique conservé dans une collection privée. Il contient une boucle de 4 minutes de tonalité rythmique, accompagnée d'une voix calme répétant une seule instruction: « Oubliez la douleur. Souvenez-vous de la mission. » Si l'opération de contrôle des rêves a atteint ne serait-ce qu'un succès partiel, cela suggère que la recherche de guerre a pu franchir une limite que peu étaient prêts à reconnaître. La frontière entre influencer la pensée et la réécrire entièrement. Top 7. La base du code arctique. En mai 1945, une équipe d'expédition britannique inspectant des zones d'effondrement glaciaire dans l'est du Groenland tomba sur une structure métallique partiellement exposée émergeant de la glace près du Scoresby Sound. Au début, cela semblait être des débris d'un conteneur de transport, entouré de caisses éparpillées marquées d'insignes allemands délavés. Mais à mesure que la glace était dégagée, il devint évident qu'il ne s'agissait pas du résultat d'un accident. C'était une fondation. Ce qui avait fait surface n'était que le coin supérieur d'une installation souterraine plus vaste, délibérément construite sous le glacier. À environ 40 mètres de là, l'équipe découvrit un puits d'entrée caché sous des couches de neige. La structure était intacte. En entrant, ils descendirent un escalier étroit menant profondément sous la surface, dans ce qui serait plus tard appelé la base du code arctique. L'installation s'étendait plus loin que prévu, renforcée par des plaques métalliques résistantes à la corrosion et alimentée par une source d'énergie résiduelle restée active au moment de la découverte. Le long des murs se trouvaient des panneaux couverts de symboles et de glyphes, qui ne correspondaient à aucun système de chiffrement allemand connu. Les caractères étaient disposés selon des motifs précis et répétitifs, avec une structure qui ressemblait à un langage, mais pas un qui ait jamais été documenté. L'analyse initiale suggéra qu'il pourrait s'agir de runes nordiques modifiées. Cependant, des linguistes venus du Danemark écartèrent rapidement cette théorie. Les symboles ne correspondaient à aucun système linguistique historique ou moderne. Ils ne s'alignaient pas non plus avec une quelconque forme de cryptage utilisée pendant la guerre. Au centre de l'installation se dressait une grande console plate, conçue avec des rainures destinées à maintenir de fines plaques métalliques. Ces plaques étaient éparpillées sur le sol. Chacune était gravée de symboles microscopiques, disposés avec une précision extrême. Le matériau lui-même résistait à la chaleur, à l'acide et au balayage électromagnétique, rendant toute analyse impossible avec les techniques standards. Un examen plus approfondi révéla que les plaques étaient composées d'un alliage à base de magnésium contenant des traces d'yttrium et de scandium, des matériaux typiquement non utilisés dans l'ingénierie militaire. Cela suggérait que la structure avait un but totalement distinct des armes ou des communications. Le seul document écrit récupéré sur le site était une courte note de terrain non signée, trouvée dans une boîte à outils près de l'entrée. On pouvait y lire « Trouvé sous le glacier »,« Pas à nous »,« Ne pas tenter de reproduire »,« Copier uniquement ». La note était datée de février 1943, 2 ans avant la découverte alliée, indiquant que les forces allemandes n'avaient pas construit l'installation, mais l'avaient au contraire découverte et tenté de l'étudier. Cela changeait totalement la nature de la découverte. L'ingénierie de la structure, combinée à son emplacement sous des couches de glace anciennes, suggérait qu'elle avait été conçue pour une dissimulation à long terme, datant potentiellement d'avant la guerre elle-même. Il n'y avait aucun registre de construction, aucune documentation militaire et aucune preuve de la manière dont elle avait été alimentée ou entretenue. À la suite du rapport, l'armée britannique scella le site et déclara la région environnante zone restreinte. L'équipe d'expédition fut réaffectée
et reçut l'ordre de ne pas discuter de l'opération. En 1963, une étude géologique danoise tenta de retourner dans la zone, mais fut interceptée par les forces de l'OTAN et se vit refuser l'accès. Aucune autre expédition officielle n'a été enregistrée. À ce jour, l'origine de la base du code arctique reste inconnue. Les symboles gravés sur ces plaques métalliques n'ont jamais été décodés. Son but n'a jamais été identifié. Et aucune nation n'a jamais revendiqué la responsabilité de sa construction. Si l'installation est réellement antérieure à l'occupation nazie, alors elle représente quelque chose de bien plus qu'une anomalie de guerre. Cela suggère la présence d'un système de connaissances ayant existé en dehors des limites connues de l'histoire. La structure reste enfouie sous la glace. Son langage non lu, son but non résolu. Et quoi qu'ait été découvert là-bas, cela n'a jamais été destiné à être compris. Top 8. Le programme des échos de sang. En avril 1945, alors que l'Allemagne nazie s'effondrait sous l'avance des forces alliées, un convoi de camions fut observé quittant un laboratoire de montagne isolé près d'Innsbruck, en Autriche. Les rapports de surveillance indiquaient que les véhicules transportaient des unités de confinement biologique et de l'équipement médical spécialisé typiquement réservé aux hôpitaux de campagne. Cependant, aucun soldat blessé n'était enregistré dans cette région à ce moment-là. Le convoi disparut dans les Alpes tyroliennes, et aucune trace de sa destination ne fut jamais retrouvée. Quelques semaines plus tard, les troupes alliées localisèrent l'installation d'où le convoi était parti. Elle avait été dissimulée derrière une paroi rocheuse, déclenchée par une avalanche contrôlée. À l'intérieur, le site avait été presque entièrement vidé. Les rayonnages d'équipement étaient vides, les documents avaient été retirés et la plupart des échantillons semblaient avoir été détruits. Mais une chambre avait été oubliée. À l'intérieur d'une unité de réfrigération scellée, les enquêteurs découvrirent 10 flacons de sérum synthétique, chacun marqué d'un code numérique et d'un symbole. Une double hélice stylisée, enfermée dans un triangle noir. À proximité, un journal relié en cuir détaillait un projet appelé Blutecho, ou Écho de sang. Selon le journal, l'objectif du projet était de transférer la mémoire et les schémas comportementaux par le flux sanguin. La théorie proposait que les expériences traumatisantes laissent des empreintes biologiques, non seulement dans l'esprit, mais au niveau cellulaire, dans le sang. Ces empreintes, une fois extraites, pourraient être préservées et injectées à un autre individu, transférant ainsi efficacement des fragments de mémoire et d'expérience d'une personne à une autre. Les sujets documentés de ces expériences étaient principalement des prisonniers de guerre et des détenus politiques. Une fois injectés, des soldats sélectionnés dans des unités spécialisées commencèrent à manifester des changements comportementaux significatifs. Certains démontrèrent soudainement la capacité de parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. D'autres firent preuve d'instincts tactiques inhabituels et de réactions correspondant à des expériences qu'ils n'avaient jamais vécues. Un cas consigné décrivait un soldat qui, après avoir reçu une injection complète, commença à parler couramment le tchèque et raconta des détails d'une opération de résistance à Prague s'étant produite des mois plus tôt, alors qu'il n'avait jamais quitté l'Allemagne. Un autre sujet vécut de façon répétée des cauchemars saisissants d'emprisonnement dans un camp de travail soviétique, décrivant les conditions et les événements en détail. Ces épisodes s'intensifièrent avec le temps, menant finalement l'individu à une grave détresse psychologique. Selon le rapport, il tenta de s'arracher les yeux tout en criant en russe à propos de fils barbelés et de températures glaciales. Rien n'indiquait que ces souvenirs aient été suggérés ou implantés par des méthodes psychologiques conventionnelles. Ils semblaient émerger spontanément, comme si le sujet les avait vécus. Les analystes du renseignement allié examinant le matériel conclurent que le projet avait peut-être réussi à coder le traumatisme sous une forme biologique transférable. Un analyste principal résuma la découverte par une seule phrase : « Ce que nous avons trouvé ici n'est pas de la médecine, c'est de la mémoire sans consentement. »
Dans les jours suivant la découverte, les échantillons de sérum restants furent transportés sous escorte armée vers un lieu tenu secret en Grande-Bretagne. Le laboratoire lui-même fut détruit par une démolition contrôlée, et toutes les références à ces coordonnées furent retirées des cartes officielles. Aucune mention du programme des échos de sang n'apparut dans les procès d'après-guerre ou les registres publics. Le personnel lié au site était soit introuvable, soit répertorié comme victime dans les derniers jours de la guerre. Des décennies plus tard, un journaliste enquêtant sur les expérimentations de guerre découvrit un brevet déposé en 1953 par une firme privée en Allemagne de l'Ouest. Le document décrivait une méthode de transfert comportemental via un milieu sanguin. Le demandeur fut identifié comme un ancien biochimiste de la SS opérant sous une fausse identité. Si le programme des échos de sang était réel, cela suggère que la mémoire, l'un des aspects les plus fondamentaux de l'identité humaine, ne serait peut-être pas confinée au cerveau seul. Elle pourrait être stockée, transportée et transférée, pas par la pensée, mais par le sang. Top 9. La cathédrale silencieuse. En mars 1945, des résistants français opérant près de la campagne du Mans rapportèrent une série d'événements inhabituels autour d'une cathédrale du XIIe siècle, qui avait été occupée par les forces allemandes pendant leur retraite. La structure avait été fermée au public pendant près d'un an et était gardée en permanence, malgré son absence apparente d'importance stratégique. Les résidents locaux commencèrent à remarquer quelque chose de perturbant. Aucun son ne provenait de l'intérieur du bâtiment. Pas de bruit de pas, pas de voix, pas même d'écho. Les oiseaux évitaient les arbres environnants. Un membre de la résistance qui s'approcha de la cathédrale décrivit une pression écrasante dans ses oreilles, comme s'il était descendu profondément sous l'eau. Lorsque les forces alliées arrivèrent et sécurisèrent la zone, elles pénétrèrent dans la cathédrale en s'attendant à y trouver un avant-poste militaire temporaire. Ce qu'elles découvrirent à l'intérieur était totalement différent. L'intérieur avait été complètement vidé. En lieu et place des bancs et des objets religieux, se trouvait un réseau symétrique de tiges métalliques, suspendues au plafond, disposées avec précision. Ces structures ressemblaient à des diapasons inversés et étaient reliées à un réseau d'émetteurs installé à la base des colonnes. Au centre de l'espace, là où se trouvait autrefois l'autel, une chambre hémisphérique avait été construite. Elle était doublée d'un matériau insonorisant et recouverte d'un tissu sombre. À l'intérieur de cette chambre se trouvait une chaise unique, boulonnée au sol, entourée de dispositifs conçus pour émettre des fréquences hautement contrôlées. Il n'y avait aucun document expliquant le système. Aucun ingénieur n'était présent. Pourtant, l'équipement était actif, produisant une vibration sourde, presque imperceptible. Les appareils d'enregistrement apportés dans la cathédrale tombèrent en panne presque immédiatement. Les micros ne captèrent aucun son ambiant. Les enregistrements vocaux ne renvoyaient que de la friture. Les enquêtes suggérèrent que la structure entière avait été modifiée pour fonctionner comme un environnement acoustique et psychologique, plutôt que comme un espace physique traditionnel. Les scientifiques alliés proposèrent plus tard que l'installation avait été conçue pour émettre des infrasons et des fréquences ultrasoniques, des gammes qui ne sont pas consciemment entendues, mais qui peuvent affecter le corps et l'esprit humain. L'exposition à de telles fréquences a été associée à des nausées, de la désorientation, des hallucinations et des réactions émotionnelles intenses, en particulier la peur. À des niveaux de résonance spécifiques, le cerveau humain réagit même sans conscience éveillée. Un journal récupéré dans la sacoche d'un officier allemand décrivait la cathédrale comme « une chambre d'écho pour l'âme ». Selon les notes, les individus exposés à la chambre pendant plusieurs minutes commençaient à perdre la capacité de se souvenir d'informations personnelles basiques, y compris leur propre nom. Une phrase revenait à plusieurs reprises dans le document. « Nettoyer l'esprit. Laisser la forme ». Il y avait aussi des références à l'utilisation de sujets civils,
bien qu'aucun registre n'ait identifié qui ils étaient ou ce qu'ils étaient devenus. Après la guerre, la cathédrale fut placée sous contrôle militaire. Les demandes de restauration furent refusées, et les autorités locales furent informées que la structure était instable. Au lieu d'une démolition, cependant, le bâtiment resta scellé pendant près d'une décennie, gardé par des équipes de sécurité tournantes. En 1956, la cathédrale fut rouverte au public. À cette époque, tout l'équipement visible avait été retiré. Pourtant, les signalements continuèrent. Des visiteurs décrivirent des sensations de vertige, de désorientation et un silence artificiel au sein de l'espace. En 1973, un individu s'effondra pendant un service, affirmant plus tard qu'il pouvait entendre le sol respirer. À ce jour, la structure reste active en tant que lieu de culte, mais les événements entourant son utilisation pendant la guerre n'ont jamais été officiellement reconnus. Si la cathédrale silencieuse a effectivement été convertie en une forme d'arme psychologique, elle représente une convergence entre l'architecture, l'acoustique et la cognition humaine. Elle ne détruit pas le corps, elle altère l'esprit, et une fois que cette frontière est franchie, il n'y a aucun moyen clair de restaurer ce qui a été perdu. Top 10. La directive Oméga. En mai 1945, durant les derniers jours de la guerre en Europe, les forces soviétiques entrèrent dans Berlin et sécurisèrent ce qu'il restait de la chancellerie du Reich. Sous les ruines, un réseau de bunkers souterrains fut découvert. Certains connus, d'autres totalement occultés. Parmi eux se trouvait une chambre scellée située bien en dessous du complexe principal, cachée derrière plusieurs portes renforcées qui ne montraient aucun signe d'effraction. À l'intérieur, la pièce était presque entièrement vide. Il n'y avait pas de machine, pas d'équipement et aucun signe visible d'occupation. Les murs étaient en béton nu. L'air était immobile. Au centre de la chambre se trouvait une unique table en métal. Posé dessus se trouvait un dossier portant pour seule inscription un mot : Oméga. Le contenu du dossier consistait en un seul document. Il n'était pas écrit en allemand standard. Certaines parties du texte semblaient codées, tandis que d'autres sections utilisaient une terminologie technique qui ne correspondait à aucun langage militaire ou scientifique connu à l'époque. Des diagrammes à l'intérieur du document représentaient des structures géométriques disposées en séquences stratifiées, ressemblant à des modèles de chronologie superposés ou de distorsion spatiale. Une phrase revenait à plusieurs reprises dans le document, à exécuter uniquement en cas d'échec du confinement. Il n'y avait aucune explication sur ce qui était contenu. D'autres références mentionnaient un système décrit comme un réseau de confinement temporel. Aucun schéma de support n'était fourni et aucun composant supplémentaire ne fut trouvé dans la chambre. L'absence d'équipement suggérait que ce à quoi le document faisait référence se trouvait soit ailleurs, soit avait déjà été retiré avant l'arrivée des forces soviétiques. Le document fut immédiatement confisqué et transféré dans une archive classifiée. Aucune traduction officielle ne fut jamais publiée. Même au sein des registres du renseignement soviétique, les références à la directive Oméga étaient limitées et souvent censurées. Un rapport secondaire, écrit par un traducteur militaire affecté à l'examen du document, décrivit le contenu comme conceptuellement instable. Selon ses notes, le texte impliquait la manipulation du temps, non pas comme un cadre théorique, mais comme un système appliqué nécessitant un confinement. Il conclut son rapport par une seule phrase. S'il est interprété correctement, ce document ne décrit pas une arme, il décrit une condition. En l'espace de quelques semaines, la chambre fut de nouveau scellée. L'accès fut restreint indéfiniment. Aucune autre investigation ne fut documentée. Des décennies plus tard, des fragments de la directive Oméga firent brièvement surface dans une archive déclassifiée de la guerre froide. Le matériel était incomplet, mais la même phrase restait intacte. À exécuter uniquement en cas d'échec du confinement.
Aucun contexte supplémentaire n'était fourni. À ce jour, la nature de la directive Oméga reste inconnue. Il n'y a aucune preuve que le système qu'elle décrit ait jamais été achevé, ni même qu'il soit possible. Pourtant, le langage du document suggère un niveau d'urgence qui dépasse la planification militaire conventionnelle. Si la directive se référait à un système de confinement, alors quelque chose nécessitait d'être contrôlé, quelque chose d'instable, quelque chose qui, s'il était relâché, ne pourrait plus être inversé. Et si un tel système a jamais existé, la question finale n'est pas ce qu'il était censé faire, mais ce qu'il était censé empêcher. À travers différentes régions, différentes chronologies et des types de recherche complètement différents, ces projets partagent tous le même schéma. Ils ont été découverts, ils ont été documentés, puis ils ont disparu. Des réacteurs souterrains, cachés sous les forêts, aux expériences qui tentaient de réécrire l'esprit humain. Des machines qui semblaient prédire les résultats aux signaux qui ne pouvaient être tracés vers aucune source connue. Chaque cas pointe vers quelque chose qui dépasse la science de guerre conventionnelle. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils étaient structurés, organisés et délibérément retirés de l'histoire. Ce qui rend ces découvertes encore plus troublantes n'est pas seulement ce qu'elles révèlent, mais ce qui manque. Des installations entières laissées sans explication. Des technologies qui ne correspondent pas à l'époque. Des registres qui ont été soit détruits, soit qui n'ont jamais existé au départ. Dans chaque cas, la même question demeure. Pas ce qui a été construit, mais pourquoi cela a été caché. Car si ne serait-ce qu'une fraction de ces projets étaient réels, alors les limites de la science pendant la Seconde Guerre mondiale étaient bien au-delà de ce qui a jamais été officiellement reconnu. Et s'ils ont été enterrés aussi soigneusement, alors il est possible qu'ils n'aient jamais été destinés à être trouvés du tout.